Radio Libertaire, la voix de la Fédération Lanchesta, sans Dieu, sans bête, sans pub. À Racoy, la 223e, nous sommes le 24 septembre 2013, un beau ciel bleu sur Paris, particulièrement sur l'Artiste, le petit bistrot où on va boire notre jus tous les mardis matins, avec mes deux camarades. J'ai cité Piquet-Couille à la régie en ce moment. Bonjour tout le monde. Voilà, vous avez entendu, ouais. Et notre Jean, qui a des lunettes noires dans le studio, on se demande pourquoi. Quand c'est les autres. Salut les filles. Oui, ça, il fallait pas s'attendre à autre chose de la part de ce dandy. Bon. Moi, je dis salut tout le monde. Tout de suite, pour une émission qui sera consacrée aujourd'hui, nous a concocté notre genre, modèle vivant. Non, c'est pas une émission porno. Je préviens tout de suite les parents qu'ils peuvent laisser écouter leurs enfants. Enfin bon, s'ils sont courageux. Pour une émission, donc, modèle vivant, vous allez voir de quoi on cause dans cette émission. Pour l'artiste, toujours dans la société. Mais où est-il donc? Où es-tu, l'artiste, dans la société? Un silence désespérant répond à cet appel qui ne l'est pas au moins. L'artiste en dehors de ceci. Ah bah oui, ça y est, on l'a retrouvé, il est en dehors. Bon, l'artiste et l'engagement politique en toc. Nous sommes trois ici, engagés politiquement à donf, faut dire quand même. Piquet-Couille à la régie, c'est l'écologie. Vous voyez, elle nous pompe l'air avec son écologie, mais c'est pas incroyable. Le végétarisme et tout ça, bon, enfin. C'est pourtant pas une priorité, comme dit Sarkozy. L'autre Jean, lui, il est engagé dans le pouponnage en ce moment. Enfin, ça date de pas longtemps, mais ça va aller en s'aggravant, tel qu'on le connaît. Voilà, il y a une petite fille, lui, née. Petite Lisa. 12 kilos, je crois, la naissance. Elle est déjà, elle marche déjà. Oh, ma pauvre fille. Mais sa fille est courageuse. Voilà. Très courageuse. Bon. Et voilà, l'artiste et la religion. Alors oui, là, c'est le moment de prier, parce que vous savez que la situation des artistes se dégrade toujours de plus en plus. Je ne sais pas où ça va s'arrêter. Et on a un thermomètre dans cette émission, c'est le marché de la Bastille, le marché d'art de la Bastille, enfin d'art entre 12 guillemets, de la Bastille, celui de Montparnasse aussi, et où les artistes vendent, mais vraiment presque plus du tout. D'ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à ne plus se faire acte de présence dans ces marchés. Voilà, l'artiste et la science. Alors c'est pour ça qu'ils ont besoin de prier. Quand on n'a plus rien auquel se raccrocher, c'est là qu'on devient religieux, quoi. L'artiste et la science. Et vous savez que notre correspondant en Finlande, le camarade Juju, nous a rassurés sur le regard de la science sur l'art. Voilà, alors que le regard des artistes sur la science est désespérément, qu'on va dire, plat, voilà, c'est ça. Merci mon Jean, j'avais besoin que tu t'y colles. L'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lui dit à l'autorité dans ce studio, les trois camarades réunis, d'une voix, voilà, à l'unisson, quoi, je veux dire. Voilà. L'artiste, non, pas l'artiste. L'autorité en l'emmerde. Un dromadaire. Voilà, ça c'est pour les racistes. Quand on sera une petite citation de notre camarade Arthur Rimbaud, j'étais persuadé que c'est une citation de Camus. Non, c'est d'Arthur Rimbaud. Écoutez bien, comme il faut toujours écouter parce que c'est très court. Il est question de la femme, pour ça Jean est à l'écoute. Il serait question des mecs qui ferment les oreilles, les écoutilles. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, c'est pas de mal à veille. Ça c'est pas de lui, c'est de moi. Quand elle vivra pour elle et par elle, elle sera poète, elle aussi. Voilà. Parce que pour Rimbaud qui était poète, la poésie c'était la plus haute forme probablement de la liberté, la plus haute expression de la liberté. Et on est tous d'accord avec lui. Il y avait déjà des femmes poètes, il faut le préciser quand même, mais qui signaient évidemment sous des noms d'emprunts masculins. Comme Georges Sand. En particulier. En particulier. Bon. Nous rentrions très tard les lents, les verrures pas des choses zen, et l'on s'asseyait sur un banc pour regarder rêver la scène. Sur l'eau rien ne vivait encore, ainsi qu'une ouvrière lasse
pressant sur son flanc ses fils morts, la Seine dormait dans sa crasse. Nos cœurs d'ivrogne s'emplissaient d'une bienfaisante laterie, si le soleil le vendorait les marronniers des Tuileries, pour mieux évoquer l'ancien soir, le plâtre et le vin des tavernes, égayer nos vieux habits noirs et nos plastrons d'hommes modernes. Alors ayant honte vraiment de nous savoir aussi lyriques, nous offrions un coup de blanc aux balayeurs mélancoliques. Vaine ruse et l'on découvrait dans le bailleur un poète, si bien que les vers tremblaient sur le comptoir hôtel de fête. Et pour que ce soir sans égal fût perpétué un pendant, on dressait le procès verbal parsemé d'attendus sonores. C'était Fraternité, interprété par Marc Augeret. Oui, pour rendre, on dit un hommage, enfin pour parler fraternellement, d'un copain, d'un compagnon qui a quitté cette terre de misère dimanche. Heureusement, il n'était pas sur une terre de misère, mais sur une terre chantante, la Provence, avec, vous savez, cette espèce de choses qu'on a dans la tête quand on parle de Provence, les oliviers, etc., les cigales. Voilà, c'est mieux quand même que d'être enterré dans une grande banlieue de Paris, comme Pantin ou des choses comme ça. Voilà. Pour donc ce camarade qui s'appelait Jacques, Jean il est à côté de moi, il est heureusement encore là, Jacques, ou Archibald de Zurvan, c'était son nom de guerre, voilà, qui animait avec Gérard Jean et Josie, sa compagne, l'émission Chronique Hebdo tous les jeudis, voilà, une voix de la radio, qu'on aimait beaucoup, mais moi, personnellement, je l'aimais encore plus, puisque j'ai fait partie de son groupe, le groupe La Vache Folle, où on a passé des moments assez inoubliables, voilà, que j'ai dû quitter à un moment parce que j'étais plus tout à fait en phase avec des compagnons, et c'est normal dans notre façon de vivre, nous les anarchistes, voilà, mais voilà, on passe à autre chose. Et lui, jusqu'au bout, il a été quelqu'un de tellement chaleureux, de tellement généreux, et puis en plus c'était une culture assez belle, enfin je sais pas comment on peut dire, assez riche, bon, enfin, tous les superlatifs possibles et imaginables, sur les textes fondateurs de l'anarchie, en particulier sur Proudhon, dont il était un membre du cercle Proudhon à Paris, où il m'a traîné un dimanche après-midi. Je veux dire que je comprenais pas grand-chose, mais bon. Oui, c'était quelqu'un qui était quand même, qui est assez... On dit que les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, ou quelque chose comme ça, mais là, je crois que c'est vrai pour ce compagnon qui est parti donc dimanche. Et à ce propos, je voudrais vous citer quelques lignes de Camus. Encore une fois, je vous demande de faire attention parce que c'est pas des choses qui se parlent vraiment, mais plutôt qui se lisent, que de s'écouter. Voilà, vous parliez du jugement dernier. Permettez-moi d'en rire respectueusement. Je l'attends de pied ferme. J'ai connu ce qu'il y a de pire, qui est le jugement des hommes. Pour eux, pas de circonstances atténuantes. Même la bonne intention est imputée à crime. Voilà, c'était pour notre compagnon Jacques, pour sa compagne Josie et pour son pote d'antenne Gérard Jean, qui animait, donc je parle de Jacques, qui animait
avec eux une émission un peu mythique de Radio Libertaire qui s'appelle Chronique Hebdo. Voilà, c'est une disparition, encore une fois, qui nous touche beaucoup, parce que on sait que c'est un petit peu comme je sais pas comment on appelle ça, un dicton africain. Quand un marabout meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît, quoi. C'est un peu le cas de Jacques, pardon. Jacques, Jean, c'est à peu près les mêmes personnages, remarque. Il y a quelque chose en eux qui est un peu commun. Voilà, c'était ma petite mini-tube pour ce compagnon, Jacques, alias Archibald Zurvan. Le livre de la semaine, une fois n'est pas coutume, si tu veux bien, enfin si vous voulez bien, mes camarades, c'est un roman en fait, mais un roman formidable, hein, dont nous lirons d'ailleurs sans doute des extraits un jour prochain. Voilà, c'est La Clairefontaine, ce roman. Il est signé David Bosc. Alors il commence au moment en fait où Gustave Courbet, condamné à payer de sa poche la reconstruction de la colonne Vendôme, abattue pendant la Commune, hein, on a déjà fait plusieurs émissions sur ce sujet, passe clandestinement la frontière suisse pour s'établir au bord du lac Léman, hein, où il succombera 4 ans plus tard. Alors on peine aujourd'hui à mesurer la notoriété extraordinaire de Courbet de son vivant, hein, et l'engouement dont jouissaient ses natures mortes et ses paysages. Hein. Il cesse de peindre en fait au moment où lui parvient la nouvelle de sa condamnation définitive et meurt à la veille de son premier versement, tant qu'à faire. Hein. Non mais c'est mieux que le lendemain, quoi. Oui. Il a bien niqué ses détracteurs. D'une certaine façon, voilà. En attendant, se moquant totalement de sa réputation, hein, il mène une joyeuse vie, fait pleuvoir l'argent autour de lui, boit des quantités de vin phénoménales, je pense que c'était un petit vin blanc sur les bords du lac Léman, et déchire de son gros ventre la surface des rivières jour après jour. Hein. Ouais, c'est rigolo, il prenait des bains comme ça, voilà. Alors La Clairefontaine, donc ce roman montre un grand gaillard alourdi, hein, on peut le dire comme ça, mais toujours passionnément amoureux de la vie et de l'art, Robert. Ça te rappelle personne. Dans la vie comme en peinture, en fait, il en reste à ce qu'il affichait depuis toujours dans son atelier parisien. Fais ce que tu vois et ce que tu ressens. Fais ce que tu veux. Voilà, tout simplement. Une générosité qui allait de pair avec sa haine de l'oppression et son amour inconditionnel de la liberté. Et alors David Bosc, il donne vraiment vie à ces dernières années de Courbet, hein, et transfigure ce qui est souvent considéré par les historiens comme un crépuscule, hein. Il transfigure ça en un lumineux coucher de soleil. Voilà. Je rappelle le titre du livre, c'est La Clairefontaine par David Bosc. L'éditeur sont les éditions Verdier, dont on a déjà lu des extraits de livres tout à fait intéressants ici. Et il est sorti depuis août 2013. Donc voilà, c'est tout récent. Et merci Jean. Et je rappellerai pour mémoire à nos camarades auditeurs, auditrices, qu'on a parlé aussi, mais si vous voulez en savoir plus sur Courbet, sur sa vraie vie, parce que là c'est un roman, c'est donc une vie à romancer. Il y a ce livre d'Aragon, Courbet, peintre de la liberté, qui est paru il y a quelques années déjà, mais qui est toujours, qui sera toujours intéressant de lire, parce que oui, c'est une bio, c'est une superbe bio. C'est pas un roman, mais c'est une bio, mais une bio qui se lit comme un roman. Ah oui, voilà. Oui, elle est très beau travail. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour compléter un peu. Moi, je pense que ça compléterait très bien ce roman dont vient vous parler Jean. L'iPhone 5S, je le voulais à tout prix. Alors, ce vendredi matin, je suis arrivée dès 6h15 à l'Apple Store d'Opéra, à Paris, pour faire la queue. J'en suis sortie à 11h40, 5h30 d'attente. Bon, je rapporte ce que t'aurais pas dû, quoi. T'aurais pas dû, c'est pas possible. On voit bien les friqués, là, les bobos. Hein, voilà. Moi qui la prenais pour une militante radicale. Ah ouais, non, radicale socialo, ouais. Je suis radicalement déçu. Ce que rapporte un article de Bastamag, voilà, ce qu'un fan d'Apple peut faire. Bah oui, on t'a bien reconnu. Et à combien se chiffre ce dernier né ? Entre 600 et 700 euros, tout nu. Heures supplémentaires non payées, conditions minimales de sécurité non respectées, impossibilité de monter des syndicats. Dans les ateliers asiatiques de Foxconn, sous-traitant taïwanais du géant États-Unis Apple, le droit du travail est aux abonnés absents. Suite à la médiatisation l'année dernière, des conditions de travail déplorables,
Rendu visible notamment par le suicide de nombreux ouvriers chinois, Apple s'était engagé à améliorer le sort des ouvriers travaillant sur les chaînes de fabrication de l'iPhone et de l'iPad. À partir du mois de juillet 2013, tout devait rentrer dans l'ordre. Et si le taux de suicide a baissé, c'est simplement parce que l'entreprise a fait poser des filets empêchant les gens de se jeter du toit de l'usine. Les 2/3 des travailleurs ne gagnent pas assez pour satisfaire leurs besoins de base, logement, nourriture, santé, malgré des semaines de 72 heures, soit 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Côté représentation du personnel, qui partait de zéro, une belle progression est affichée. Reste que la majorité des leaders syndicaux sont des membres de l'encadrement des usines. Le think tank américain Economic Policy Institute, qui suit notamment le respect des conditions de travail des salariés des entreprises états-uniennes, rappelle qu'entre mars 2012, date des premiers avertissements sur le quotidien des salariés de Foxconn, et juillet 2013, les profits de Apple ont atteint 35 milliards d'euros. Une modeste partie de ces profits aurait suffi pour accomplir toutes les promesses faites par Apple en février dernier, dénonce l'Economic Policy Institute. Pour indemniser les heures supplémentaires non payées ou mettre en place un salaire minimum, Apple dispose aussi d'une réserve cash de 110 milliards d'euros. Question de priorité. Oui, mais je voudrais rappeler aussi quand même que les gens en France qui vendent ces choses-là sont encore plus pourris que les Américains, qui le vendent 2/3 plus cher que le prix vendu en France. La France a toujours été, de ce point de vue-là, le commerce français était élitiste, voilà, il gagnait du fric, alors qu'aux États-Unis ça coûte à peu près 200 $, quoi. Ou 300 $, je sais pas, enfin ça coûte l'équivalent de 200 €. Et ici c'est vendu, comme l'a expliqué Dominique, combien déjà ? Entre 600 et 700 euros, voilà. Sans abonnement, sans rien. Mais ça, je me rappelle quand j'étais à Londres, quand les premiers ordinateurs sont arrivés sur le marché, les premiers ordinateurs publics, enfin voilà, pour le grand public. Pareil, à Londres, ça coûtait mais rien du tout par rapport à la France, quoi. C'est vraiment la petite mentalité étriquée des boutiquiers français, quoi. Voilà. On vend cher, voilà, parce qu'on va gagner de l'argent au lieu de vendre moins cher mais d'en vendre plus. Non, ils préfèrent en vendre peu mais cher. Comprenne qui pourra. Mais oui, mais du côté d'Apple, ça a très bien fonctionné, toujours. Oui, mais du côté d'Apple, oui, mais mondial, mais en France, justement. En France, oui, c'était une élite qui achetait les ordinateurs Apple. Ouais. Et ceux qui sont dans les cités, ils les volent. Voilà. Bravo les mecs. Ils font de la reprise individuelle. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Profitez-en, dans le métro, il y en a plein qui ont des choses comme ça. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales.
c'était François Hadji-Lazzaro qui interprétait Libéral. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub. Et vous avez écouté Racaille, une émission phare du PAF et du PIF et du POF. Avec notre... T'as oublié le PUF. Le PUF. Allez, merci mon Jean de me rappeler quand même chose de base. Alors bon, ça y est, je suis perdu. Bon, voilà, c'est pas grave. Avec Piquet-Coup qui se gondole dans la régie. Vous savez, gondole, c'est un terme un petit peu has-been, mais enfin bon, on est de sa génération, on l'est pas. Hein. Mais enfin, pour quelqu'un qui dit c'était épatant. Ou c'est chouette. Oui, voilà. C'est batte. C'est batte. Oui. Ou ça perd l'hypopète. Oh, dans l'argent, t'exagères, là. Pardon, tu vas loin, quand même. Hein. Bon. Et notre Piquet-Coup s'appelle l'hypopète, dans la régie, qui assure le son de cette émission, vous pouvez entendre, notamment sans vous le cacher sous la table de la cuisine, Jean Minereau. Oh, merde, à chaque fois, je fais le con, bordel. Une fois, justement, notre camarade Jacques m'a remonté les bretelles parce que j'avais donné son nom à la radio. Bon, il avait raison d'ailleurs. Oui, mais enfin, si je commence à te remonter les bretelles chaque fois que tu donnes le mien... Oui. Oui, puis les grands gens, alors s'il m'a faut que je trouve un clou. Je t'accrochais avec tes bretelles déjà pour commencer. Voilà. Bon, tant pis, on va laisser tomber. Notre Jean X, qui est à côté de moi, qui va vous causer tout de suite dans le poste d'un texte de Dominique Bonnat. Oui, je voudrais d'abord rappeler notre rendez-vous de ce soir avec les auditeurs qui souhaitent nous rencontrer à Bagnolet, autour d'un lichon de... J'ai pas encore choisi le vin, mais il y aura de la rillette, il y aura du fromage, et il y aura du vin et du pain. 65 rue Sadi Carnot à Bagnolet, c'est la ligne 3, métro Gallieni. Voilà, vous pouvez tous... On aimerait que vous veniez nombreux. Ouais. Et il y aura des cannelés pour les Bordelais. On sera là tous les trois, voilà, si vous voulez nous rencontrer, mais je rappellerai, je ferai encore une petite piqûre de rappel en fin d'émission. Voilà, alors 2 sœurs par Dominique Bonnat. Dans ce texte, l'auteur Dominique Bonnat, c'est une femme, nous raconte les destinées tragiques de celles qui furent tant de fois peintes par Renoir, par Degas, par Maurice Denis, ainsi que par Eugène Carrière. À travers les visages d'abord insouciants, puis de plus en plus renfrognés d'Yvonne et Christine Rouard-Leroll. Il faut dire aussi, je précise au passage, que leur mariage avait été arrangé par Degas, il aurait mieux fait de se limiter à la peinture. Donc à travers leurs visages se dessinent en filigrane tous les soubresauts qui agitent nos sociétés occidentales entre les 19e et 20e siècles. Mais écoutons plutôt Piquet-Coup. Oui. Beauté, douceur, légèreté, amitié, fantaisie. Les faits qui semblent les combler leur ont offert tous les dons. Comment les 2 sœurs pourraient-elles imaginer, dans cette atmosphère radieuse, que le destin parfois bascule ? Il reste de cette époque heureuse un tableau qui représente Henri et Madeleine Leroll avec leurs 4 enfants. C'est un de leurs amis qui l'a peint en 1892, Eugène Carrière. Catholique et dreyfusard, sa fibre socialiste met un peu de piment dans les relations mondaines. Ce peintre inclassable, qui n'est ni académique, ni impressionniste, ni vraiment symboliste, mais peut-être tout cela à la fois, remporte des succès au salon avec ses natures mortes dans le genre tasse-poire et ses portraits de contemporains. Degas, qui a la dent dure, a surnommé ce confrère qu'il n'aime pas le Watteau à vapeur. Oh, c'est génial. Carrière peint en effet dans un style embrumé, nuageux et flou, avec des couleurs plus sombres encore que celles de Leroll, des bruns délayés, des marrons un peu jaunes, pas très gai, on peut le constater. Pour cette immense toile de 1,585 mètres sur 2,215 mètres précisément, il est venu travailler avenue Duquesne, où la famille a posé. On a l'impression, à cause du dégradé de lumière, que Carrière les a fait poser devant un feu de cheminée en demi-cercle. Les uns sont plus éclairés que les autres. Mais ce n'est qu'une supposition, aucune cheminée n'apparaît dans le tableau. Henri est assis à droite, sa barbe noire se fond dans le marron de la toile. Yvonne Leroll est la haute et mince silhouette, debout au premier plan. Christine est à gauche avec Guillaume. On les distingue à peine, Guillaume n'a pas de visage, enfin son visage est brouillé, comme passé au chiffon. Au centre, Madeleine, la mère, attire le regard avec sa robe claire. Un de ses bras tombe sur le bras du fauteuil. De l'autre, elle tient le petit Jacques, en costume à col marin. Mais il faut une loupe pour le remarquer.
on ne peut pas dire que les traits des personnages se fixent dans la mémoire. L'ensemble est trop évanescent. Mais c'est quand même un portrait intéressant. La famille, serrée dans une atmosphère de brou de noix, forme un tout compact, indissociable. Les individus n'ont pas compté sous le pinceau de Carrière. C'est le groupe qui l'a intéressé. Il en a capté la particularité. Une famille unie où chacun est proche. Une seule faute de la part du peintre, nous semble-t-il. Il a fait disparaître le piano. Quand on connaît cette famille, on en ressent l'absence, comme le deuil ou l'oubli d'un parent. Le bonheur aussi semble lui avoir échappé, ce qui est encore plus curieux. La couleur de prédilection de Carrière, ce marron qui tourne au jaune, n'inspire pas l'optimisme. Mais enfin, tous ces visages sont fermés. Personne ne sourit. Il y a un air de souffrance sur la figure d'Yvonne. Alors qu'en fait, à cette époque, la vie des deux sœurs Leroll est encore si joyeuse et légère. Elles semblent même n'avoir que des privilèges. Mais l'art qui les entoure, l'art où elles respirent chaque jour, a aussi ses poisons. Il est possible que le peintre Carrière en ait deviné l'obscur et l'encheminement. Les prochains ravages. Merci Piquet-Cou. Voilà. Alors ces deux sœurs qui ont d'ailleurs inspiré entre autres l'un des plus fameux tableaux de Renoir, les sœurs Leroll au piano. Fameux avec une histoire particulière parce que Renoir n'a jamais accepté de s'en séparer en fait. Il l'a toujours gardé pour lui. Ensuite, il a connu... Il a dû avoir une aventure avec ses petites. Une des deux, c'est possible. Je trouve qu'elle a un traitement qui est un petit peu différent de l'autre. Donc, bon... Enfin, on n'en sait pas. Renoir, c'était un joyeux de riz. Hein. Oui. Bon, en tout cas, on ne sait pas. Voilà. Deux sœurs est publié dans le livre de poche par les éditions Grasset. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot 75 011 Paris Métro Robert. Robert Corp, fils de Calvaire, au République. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après librairie-publico.com. Eh ben, dis donc, voilà, tout ça, bah oui, c'est intéressant parce que, évidemment, je découvre, moi, avec le texte, des choses que j'ignorais encore une fois. Mais bon, pauvre fille. Non, j'insistais sur le fait que Renoir avait peut-être sauté les deux à la fois, d'ailleurs. Ça lui faisait pas peur à cette époque. Hein. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de boîtes de chocolat qui se sont vendues avec ce tableau sur la couvercle. Hein. Ouais, c'était le vert galant de la peinture.
c'était Nino Ferrer qui interprétait Jeune fille de bonne famille. Oui, bon, c'est mon tour de passer. Voilà, c'est mon tour qui passe. Non, c'est mon tour à mon tour. Enfin bon. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans mettre, sans pub, à Racaille, pique et coup, Jean et ma pomme, pour vous causer tout de suite de Pablo Picasso. Oh, c'est étonnant. Là, oui, une fois n'est pas coutume, parce que c'est rare que tu nous parles de Pablo. Hein. Ouais. Hein? Ouais. Bientôt une émission sur Matisse, Robert Non. Non, il y en a assez qui parlent de Matisse comme ça, c'est bon, ils sont plus compétents que moi, en tout cas, pour en parler. Bref, Picasso, oui, je préfère quand même, c'est que, on vous l'a rappelé dans une émission sur Robérol ici, puis plusieurs fois que Robéol, pas Robéol, mais ni Robérol, mais Robérol disait de Matisse, dont la femme avait été le modèle, un modèle d'ailleurs assez privilégié, que Matisse, il l'avait traité comme une bluette. Voilà, ça veut tout dire sur Matisse. Bon, alors Picasso, non, lui, alors là, c'est tout le contraire. Il massacrait allègrement les portraits de ses compagnes, parce qu'il a pratiquement peint que ses compagnes, je crois. Ses enfants aussi. Enfin, les enfants de ses compagnes, en tout cas. Et voilà, donc, et en même temps, Picasso, si vous voulez, à part sa période bleue, sa période rose, et puis après quelques périodes où il faisait des grosses bonnes femmes, avant ce peintre-là qui fait des ballons dirigeables, comment il s'appelle là, tu sais, qui fait des grosses bonnes femmes, là, un peintre sud-américain. Oui, enfin, Botero, pardon, excuse-moi. Botero. Ouais. Non, lui c'était pas Botero, c'était presque pire, enfin bon. Voilà. Mais à part ça, il a complètement, où moi j'aime le travail de Picasso, quand il a des modèles, c'est qu'il les déstructure complètement, il est vraiment, enfin pour certains, on reconnaît quand même le modèle quand on connaît les photographies, en tout cas, de ces modèles. Je parle de Jacqueline Picasso particulièrement, mais même aussi de celle de Anne Gillot, là, Françoise Gillot, puis même aussi celle d'avant encore. C'est qu'il avait connu, elle avait 18 ans, et lui il en avait déjà une cinquantaine. Bon, il aimait bien les jeunes femmes, quoi pas, hein. Et il aimait bien surtout les jeunes femmes qui se mettaient à plat ventre devant lui, quoi. C'est ça, il aimait pas vraiment les jeunes femmes rebelles, comme la dernière qu'il a eue. Hein? Bon, Gillot, l'avant-dernière, qui a eu l'audace de le quitter. Et de partir avec leurs 2 enfants. Ouais, c'est ça, voilà. Et bon, ça veut pas dire que Gillot, ça soit une peintre remarquable. La seule chose qu'elle a fait de remarquable de mon point de vue dans sa vie, c'est de quitter Picasso. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand j'ai dit toutes ces conneries, ajouter à tout ça, c'est que oui, il a révolutionné en quelque sorte le portrait, on peut dire le portrait, le modèle vivant. Parce que lui, on a fait des modèles presque d'un autre type, quoi, si on peut dire, d'aliens. Mais en tout cas, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est vraiment la peinture à l'état pur. Et quand j'ai dit ça, j'ai rien dit du tout. Enfin, ça me fait briller un peu. Et après avoir vu des peintures, ces portraits, on prend de la distance avec les portraits classiques. Enfin, on les trouve des fois quand même un peu fadasses, hein. Et même les peintres comme Picasso, pas Picasso, comme Van Gogh, qui ont fait des choses somme toute classiques, à part la facture, mais c'est classique, c'est très ressemblant. Voilà. Tout ça, ça semble. C'est là qu'on peut dire que c'était quand même, d'une certaine manière, bien que je déteste le mot, génie. Oui, parce que il a en pleine révolution, même picturale, parce qu'avec l'art moderne, les impressionnistes, les fauves, les cubistes, les surréalistes, etc., tout est passé à la moulinette, mais Picasso, il a écrasé un peu tout ça avec sa manière, sa nouvelle manière de traiter, si vous voulez, non seulement les portraits vivants, mais aussi les natures mortes, mais aussi tous les sujets classique de la peinture. Il a complètement tout déstructuré. Et ça, rien que pour ça, je dois dire que c'est un modèle. Alors après, lui, des gens comme Chessac, que j'aime vraiment beaucoup, des gens comme Chessac, des gens comme Lorjou, des gens comme Robérol même, des gens comme Dubuffet, etc., sont des gens qui ont été Bacon,
qui ont été terriblement influencés par le travail de Picasso. Le travail de Picasso des presque la dernière décennie de sa vie, quoi. Parce que bon, voilà, alors il y en a qui l'arrêtent à Guernica, comme cette Françoise Gillot, là. Oui, on pourrait penser que c'est le summum de son art, mais je pense que à partir de Guernica, il a quand même fait des choses qui sont très, très, très intéressantes du point de vue plastique. Oui, encore une fois, il a apporté, il a un peu fait le ménage dans tous ces gens qui s'accrochaient un petit peu à la peinture de Chevalet, même s'il y avait des airs de révolutionnaire, mais pas tellement, quoi. Voilà, à côté de Picasso, on peut dire que même si c'était un être humain assez épouvantable, il a eu des moments de fulgurance. Il a fait aussi d'énormes merdes, particulièrement sur la guerre de Corée. Il a fait des immenses tartines avec des grilles, etc., qui sont vraiment aucun intérêt. Mais il y avait des choses très lumineuses, comme justement les portraits de Jacqueline, sa dernière compagne, qui sont il a complètement trituré dans tous les sens. Et Perso, je la reconnais. Voilà. Et même lui, son autoportrait, le dernière peinture de lui, qui est terrifiante parce que il se représente, mais vraiment sans aucune concession, un petit peu comme comment il s'appelle, le peintre fou là, le copain de Modigliani. Le juif russe, là. Soutine, ouais. Qui peignait les petites filles qui avaient l'aspect qu'elles auraient 60 ans plus tard. Et lui, Picasso, quand il s'est peint presque post-mortem, quoi. Voilà, c'est un tableau vraiment. Alors, au premier abord, on se dit, gribouille, c'est fini, quoi. Là, Picasso est mort, quoi. Oui, effectivement, il était mort quand on l'a vu. Mais il s'est vraiment représenté comme quelqu'un qui était au-delà de la vie, quoi. Voilà. Et pour tout ça, ce blabla invraisemblable que je viens de vous servir, j'aime ce mec malgré toutes les réserves qu'on peut faire au sujet de ses diverses aventures picturales. Gertrude Stein, tu sais, qui a beaucoup acheté sa peinture, elle a harcelé pendant des années pour avoir son portrait aussi. Puis elle a fini par le faire, quand même. Magnifique. Ouais. Et quand elle a vu ça, elle a été horriblement déçue. Elle dit, ça me ressemble pas du tout. Oh, au contraire. Et elle lui a dit, mais vous verrez, vous finirez par lui ressembler. Et il avait raison. Ouais, bien sûr. Et Non, ça, oui. Non, vas-y, Dominique. Non, chez Vistron, parlait d'un doc là, qui était passé dimanche sur la 5 sur Prévert et Vian. Ouais. Et justement, on voit Prévert qui admirait Picasso. Et Picasso avait fait son portrait. On voit à un moment, on voit le portrait de Prévert. Et Prévert disait qu'il aimait pas ce portrait, il aimait pas son oreille. Et Picasso lui a dit, mais elle sera comme ça. Il faut dire qu'il lui a fait des yeux qui étaient globuleux de neige. Il a arrangé, ouais. Mais Dubuffet aussi a fait des portraits. Il s'est fâché avec comment il s'appelle, celui qui avait plein de chats là, qui était à la NRF là. Léoto, oui. Parce que Léoto, tu peux voir le portrait comment il l'a arrangé, mais enfin c'est Léoto quand même. Voilà. Les portraits classiques, non. Là, moi je trouve que c'est plus fort parce que ils vont vraiment à l'essentiel, quoi. Et ouais, on les retient.
tableau, mon ami. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, excusez-moi, j'avais un problème de lunettes, des fois elles sont... Non, c'est la première fois. Oui, elles sont assez espiègles, et là j'ai remarqué qu'il y avait une épingle qui tenait un machin qui était ouvert, et je me suis piqué le doigt. Bon. Elle est toujours ouverte. Hein. Ah oui, elle est toujours ouverte. Je pense que les risques sont... accrus. Bah oui, je trouve que c'est très près de ton œil, là. D'accord. Pour le coup. Bah pour le coup, j'en aurai un de moi. Genre, me regarde pas comme ça, je suis pas encore mort. Ça viendra. Tout arrive. Le temps passe et la mort vient. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec notre piqué-coup à la régie et à tant d'autres choses. Et l'autre Jean, notre hussard noir de la République, le grand Jean, on l'appelle. Hein. Eh ouais, le grand Jean, ça vous dit pas, hein, non, qui est à la conception de cette émission et qui va vous parler d'un immense artiste, peut-être le plus grand, eh oui, qui s'appelle, je vous le demande, eh ben je vous le dirai pas, c'est Jean qui va vous le dire. Voilà, après le portrait chez Picasso, le portrait chez Rembrandt. Ouais, on fait un peu dans le poids lourd hein, aujourd'hui. Hein. Ah ouais. C'est rare hein, chez nous. Non mais c'est vrai, on aime bien des fois valoriser les artistes plus obscurs. Oui, tout à fait. Et Piquet-Coup, ensuite, nous parlera de Manet et du portrait chez Manet et Berthe Morisot. C'est vraiment... Enfin, on révèle quand même le côté obscur des grands artistes. De la force, oui, absolument. Voilà, Rembrandt 1606-1669. Ça, c'est pour Robert. Il tient. Pour bien apprécier l'importance du portrait dans l'art de Rembrandt, hein, il faut intégrer, en fait, à notre approche, mon cher Robert, nombre de tableaux de groupe qui ont fait sa gloire hein, et dans lesquels il fait preuve d'autant de maîtrise et de perspicacité, on va dire psychologique, tu vois, que dans ses portraits ou autoportraits proprement dit. Hein. Rappelons que l'on peut dater, et quand je dis rappelons, c'est parce qu'on avait déjà fait une émission là-dessus, rappelons que l'on peut dater du XVe siècle environ l'apparition des recherches psychologiques hein, dans l'art ingrat du portrait, hein, en Italie avec Piero della Francesca ou Botticelli, hein, on peut dire chez Botticelli qu'il y a une certaine pénétration psychologique, si j'ose dire. En France avec Jean Fouquet. Ah oui, magnifique Jean Fouquet. On pourrait en citer d'autres, hein, mais aux Pays-Bas avec Van Eyck, hein, là aussi on pourrait en citer d'autres. Au Portugal avec Nuno Gonçalves. Là on aurait du mal à en citer d'autres, mais bon... Rembrandt va lui pousser à l'extrême l'interrogation psychologique hein, de ces modèles. Tout jeune, il montrait un tel intérêt pour l'étude que tandis que ses frères étaient dirigés vers les métiers traditionnels de la meunerie, de la boulangerie, il y a peut-être même eu de la cordonnerie, je ne me rappelle plus, ses parents envisageaient pour lui une carrière de théologien, tu vois, carrément. Hein. Même si sa vocation artistique prit rapidement le dessus, heureusement pour nous, hein, il acquit parallèlement une culture classique qui devait contribuer plus tard à sa réputation de peintre savant. Le premier portrait réellement impressionnant, enfin là c'est moi qui dis ça, hein, dans l'œuvre de Rembrandt, est celui de sa mère lisant la Bible. Oh la vache, oui. Oui, c'est quelque chose, hein. Ouais. Elle est représentée en fait penchée sur les saintes écritures dont les pages lumineuses éclairent d'un ton d'or mat son visage resté dans l'ombre. Hein. Elle illustre vénérable et recueillie toute la piété du pauvre monde et en particulier cette partie du pauvre monde. Hein. Oui, tu me regardes comme ça quand tu dis ça. Je ne sais pas pourquoi, je pense dès que je dis le mot piété et pauvre monde, je me tourne vers toi. Je sais pas, c'est curieux. Bon oui. Voilà. Déjà. Rembrandt prouve qu'il analyse longuement les visages. Hein. C'est vraiment manifeste sur ce tableau, avec une préférence marquée pour ceux des personnes âgées. Ah, c'est peut-être pour ça que je me tourne vers toi, tu vois. Ridés ou creusés par l'expérience, Robert. Hein. Il lui arrive aussi de s'enfermer dans son atelier pour y observer son propre visage. Hein. Combien de fois il a fait ça hein. 60 autoportraits, hein, qui illustrent d'ailleurs une autobiographie sans pareil. Hein. On ne peut pas dire les choses autrement dans toute l'histoire de l'art. Hein. Jeune homme, il se représente fougueux, échevelé, hein, guettant l'inspiration dans une pièce immense et vide avant de s'attaquer à une toile. Hein. Plus âgé, il guettera sans complaisance et semble-t-il avec un humour assez virulent hein, son propre vieillissement. La couleur devient chez lui le véhicule d'une lumière plus diffuse que chez les Caravagesques, hein, pour peindre le drame ou la douceur, mais surtout le cœur et l'âme de celles et ceux dont elle semble émaner. Hein.
Pour célébrer ses fiançailles avec Saskia, il exécute un très beau portrait d'elle à la pointe d'argent. Après leur mariage, il la peindra fréquemment sous des aspects variés, la parant d'étoffes ou de bijoux extraordinaires, la transformant ainsi en une créature divine, ou parfois plus simplement en jeune femme sûre de son charme et de sa beauté, avec son teint doré et ses lèvres couleur de framboise. On mordrait dedans. Oui, mon Jean. Non, tu me regardes comme si tu l'avais fait, toi. C'est incroyable. Enfin bon, Oui, bon. t'as pas fait ça. Non, non. T'es pas allé morte dans un, non. dans un portrait de Saskia, j'espère. Non. J'aurais bien aimé, mais bon. Bah moi aussi, j'aurais bien aimé. On aurait peut-être osé, mais enfin, ça doit pas être facile de s'approcher aussi près. Elle était perdument amoureuse. Et toi, c'est des choses auxquelles tu peux pas toucher, bien sûr. Ah non. Il peint maintenant les personnages grandeur nature. Je sais pas exactement quel âge il a, il est pas vieux. Sa première grande commande de portrait est la leçon d'anatomie du professeur Tulp ou Tulp, je sais pas comment on prononce ça, tu vois, ce tableau. Oui, oui, bien sûr. Oui. Non, mais je voyageais là, j'étais resté aux turpitudes de Rembrandt. Oui, non, mais je comprends. Faut en sortir, Robert. Voilà, ce tableau, la leçon d'anatomie, elle témoigne de la force du sentiment collectif. Démocratique, on peut dire ça comme ça, qui anime alors les multiples corporations des cités hollandaises. Tous les participants sont en effet réunis sur un même plan d'égalité. Son succès consacre la réputation de portraitiste de Rembrandt. Toute la bourgeoisie d'Amsterdam va défiler bientôt dans son atelier. Il va alors exécuter de nombreux portraits en pied de plusieurs couples. Faut bien gagner sa vie. Ouais. Puis ce sera la fameuse ronde de nuit, mais enfin il y a quelques années qui se sont écoulées quand même, où chacun des 16 arquebusiers paiera une petite fortune, l'honneur d'y figurer. Robert, il savait y faire. Son style ensuite s'épure, et Rembrandt ne peint pratiquement plus que des portraits, accaparés par la recherche de l'homme en soi. Là je le cite, propre propos de Rembrandt. Les personnages sont représentés seuls, perdus dans un profond monologue. Après les syndics des drapiers, qui sera son dernier portrait collectif, ces portraits montrent des personnages de face, traités en large glacis presque transparent qui semblent se fondre dans l'obscurité. L'opposition de l'ombre et de la lumière est devenue par son œuvre le symbole même de la destinée humaine, et nul dans la peinture n'est allé aussi loin dans l'investigation des âmes. Voilà, je passe volontairement sur les derniers portraits qui me semblent un peu empâté. En tout cas, Rembrandt, je pense que là, la vieillesse y était pour quelque chose. On est loin d'Eugène Leroy. Ouais. La vieillesse et puis aussi la perte pratiquement de tout ce qu'il avait acquis pendant toute sa vie. Et il n'a pas fini. Voilà, puis je pense que les yeux n'y étaient plus non plus. Donc voilà. Je mettrai un lien sur le blog de l'émission vers les portraits de Rembrandt. http://arracaille.blogspot.fr. Oui, et si vous n'avez pas été touché par cette espèce de texte brillant, avec cette foi que Jean y met, si vous êtes vraiment des nulos, c'est passé à autre chose. Parce que bon, vous verrez des chroniqueurs d'art de ce tempérament, il n'y en a pas BSF. Surtout, on a contemporain d'ailleurs. Non, c'est pas du violon, mon Jean, c'est vrai. Non, c'est de la brosse. C'est de la brosse à reluire. Moi-même, ça m'émeut. J'y comprends pas grand-chose, mais ça m'émeut. Alors bon, ceux qui... toi aussi, tu adores Rembrandt. Oui, bien sûr. Tu as dit toi-même, d'ailleurs, que c'était peut-être le plus grand peintre de toute l'histoire. De toute l'histoire de la peinture occidentale, oui, je le pense. Franchement, oui. Et il y a eu un très beau film sur lui, d'ailleurs, c'était sur Arte, je crois. Toujours Arte, évidemment. La seule chaîne regardable du... Je sais pas qu'on appelle ça, du PAF ou du PIF, enfin bon... Voilà, oui, magnifique. Ouais, c'est un film de Charles Maton qui est... Ah oui, avec Klaus Maria Brandauer. Oui. Ben, c'est un film de cinéma, oui. C'est vous qui me l'avez conseillé, d'ailleurs. Magnifique, voilà.
Et Jacques Brel qui interprétait Les Vieux. Qui nous attend tous, hein. Ne croyez pas que vous allez y échapper, hein. Il n'y a pas d'esquive possible, hein. On va tous y passer. Il n'y aura peut-être pas une pendule pour nous accompagner, mais bon. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, parce que nous, par contre, on ne nous aura pas tout de suite. Attention, il faudra qu'ils se battent pour nous avoir, hein. Sans Dieu, sans être sans pub, à Racaille, avec notre camarade Piquicou à la régie, avec sa voix d'hôtesse de l'air, qui va vous parler après que je vous ai présenté ou rappelé que notre camarade Jean est là, un heureux papy. Moi, je l'appelle Pépé, il est pas content du tout, hein. Enfin bon, peut-être parce que c'était le, le chimpanzé de Léo Ferré, peut-être, on sait pas, hein. Mais non, pas du tout, bonjour, c'est pas pour ça. Ah non, quand on voit ma petite fille, on pense pas à la guenon de Léo Ferré. Excuse-moi, non, mais Jean, mais j'ai pas parlé de ta petite fille. On sait que c'est la plus belle du monde, la plus grande, qu'elle est née, qu'elle marche déjà et tout, on le sait. Oui, mais elle, c'est vrai. Oui. Bon, puis voilà, c'était notre Jean, vous l'avez vu. Mais non, et curieusement, quand on dit Pépé, on dirait il y a un vieillard grabataire. Mais lui, depuis qu'il a une petite fille, il a au moins rajeuni de 20 ans. Facile. Hein? Facile, ouais. Parce qu'il nous a envoyé une photo, parce qu'il aime bien envoyer des photos, hein. Papy machin, papy ici, papy là, on va y avoir droit pendant 2 années. Je sais que ça vous gonfle, alors je résiste pas, quoi, tu vois. Et il nous a montré deux photos à 30 ans de différence, ou 28 ans, quoi. Eh bien, avec sa fille, Sarah, qui vient d'accoucher de Lisa, écoutez, sur la photo qu'il a avec où il est avec Sarah, sa fille, il fait vieux. Enfin bon, il fait vieux, quoi. Et sur la photo avec sa petite fille, oh la vache, une madone. Moi, je croyais que c'était une fille, d'ailleurs. Je dis, tiens, c'est marrant, Sarah, elle a changé. Non, c'était Jean. Bon. Non, mais ça va pas. Non. Mais je te jure, en plus, là, tous les auditeurs dorment, enfin ceux qui sont restés. Je n'ai rien compris. Mais moi, je lui ai dit que j'attendais la photo dans 30 ans, c'est celle-là qui m'intéresse. Voilà, pour nous parler de notre Piquet-Co, au lieu de ricaner dans la régie, va vous causer tout de suite dans le poste de Manet et Berthe Morisot. Il y a toujours une gonzesse dans le coup avec elle. Voilà, de tous les portraits de Berthe Morisot que Manet a fait. Hiver 1868 au Louvre. Comme il l'a promis, Henri Fantin-Latour conduit Manet vers la galerie Médicis, où travaillaient les sœurs Morisot. Tout naturellement, une sympathie profonde s'établit entre Berthe Morisot et Manet, une sympathie qui se traduisit dans leurs œuvres par une influence réciproque. Dès les premières rencontres avec Berthe, Manet comprit tout le parti qu'il pourrait tirer d'elle. Des années 1870 jusqu'au mariage de Berthe avec le frère cadet de l'artiste furent une période de très grande proximité entre eux. La physionomie de la jeune fille frappait par son originalité. Des yeux sombres, magnifiques, éclairaient étrangement ce visage aux traits énergiques. Sa chevelure brune faisait ressortir encore davantage sa grande pâleur. Une vie intérieure ardente se dégageait d'elle et un certain charme exotique, s'unissant à la vivacité parisienne, la rendait infiniment attirante. Manet était bien celui qui pouvait comprendre et apprécier le charme de cette hautaine et belle figure. Il trouva en Berthe le type dont le caractère répondait à son goût pour l'art espagnol. Manet admirait Velázquez et Goya. Il lui demanda donc de poser pour le balcon, ce tableau dont Goya était l'inspirateur. Par la suite, Manet, renonçant au modèle professionnel, s'inspira de Berthe, qui deviendra en quelque sorte l'ami d'élection. Nul hommage ne fut plus sensible à Berthe que cette préoccupation constante de Manet à reproduire ses traits. C'est ainsi que nous la retrouvons dans Le Repos, cette toile où elle semble suivre de ses grands yeux une pensée profonde et presque douloureuse. Le modèle a rapporté de longues séances de pause pendant lesquelles elle ne pouvait déplacer sa jambe gauche repliée sous elle afin de ne pas déranger la disposition des plis de sa robe. Berthe est absorbée dans ses pensées. Manet a donné un aspect inachevé au tableau en laissant à l'état d'ébauche le fauteuil blanc sur la gauche et l'estampe japonaise accrochée au mur. L'œuvre, qui fut exposée au salon de 1873, fut critiquée par le journaliste Francion. Ni peinte, ni dessinée, ni debout, ni assise. La délicatesse de la représentation et l'atmosphère d'intimité faisaient de cette peinture un portrait moderne. Ailleurs, Berthe, la tête fièrement dressée, tient un éventail devant son visage. Seuls ses yeux apparaissent entre les branches de l'éventail. Elle est vêtue d'une longue robe noire et chaussée d'escarpins clairs. Elle est assise en diagonale, de sorte que le regard du spectateur parcourt la totalité de son corps.
Manet devait exécuter plus de 10 peintures, tant à l'huile qu'à l'aquarelle, 2 lithographies et une eau-forte, où Berthe Morisot était représentée tantôt de face, tantôt de profil, en chapeau ou tête nue, en costumes variés, comportant parfois un certain négligé, souvent un grand raffinement dans l'élégance. La diversité de ces attitudes témoigne du plaisir éprouvé par Manet à reproduire ses moindres expressions farouches ou ardentes, mélancoliques ou pensives, et à traduire ainsi avec toute la finesse de son pinceau l'extrême mobilité de ce visage qui lui fournissait l'étude d'un type très différent de ceux qu'il avait traités jusqu'ici. Voilà, et je voulais signaler que Dominique Bonnat, l'auteur de l'extrait des 2 sœurs, là, dont nous venons de lire un extrait, a également écrit une biographie sur Berthe Morisot. Oui. Une petite anecdote. Ouais. Un des portraits de Berthe Morisot par Manet, qui est un des plus fameux d'ailleurs, peut-être moins intéressant quand même que celui que le balcon, parce qu'il y a une pénétration psychologique qui est moins forte. C'est celui de Berthe Morisot au bouquet de violettes. Et alors, il est visible au musée d'Orsay. Et quand vous vous approchez vraiment très près du tableau, vous pouvez voir une légère bosse à un endroit comme ça sur la toile. En fait, c'est une restauration qui avait été rendue nécessaire par le fait que ce tableau, il était au milieu d'une centaine d'autres, de plus d'une centaine d'autres, dans l'appartement de la fille de Berthe Morisot. Et que les gamins, il y avait une nuée d'enfants dans cet appartement qui jouaient aux fléchettes comme ça entre les tableaux. Puis un jour, il y a une fléchette qui est allée percer le tableau plutôt que le mur. D'accord. Voilà. Ouais, c'est mieux que de finir dans un poulailler comme certaines toiles. Mais vous pouvez vraiment, on voit quand même légèrement la bosse de la retouche parce que ça avait quand même pas mal déchiré la toile. Et toi, Dominique, comment tu regardes Berthe Morisot quand t'en parles comme ça? T'as vu des toiles d'elle? Oui, mais alors moi, ce qu'elle peint, en fait, ça me touche pas. Je trouve que c'est un peu fade. Ce qu'elle peint, ce qu'elle peint, elle me touche pas. Autant j'aime les portraits de Manet, parce que j'ai eu l'occasion d'emprunter un livre en bibliothèque qui recense pas mal d'ouvrages de Manet, donc il y a beaucoup d'autres portraits. Donc moi, ça c'est une peinture qui me parle plus, qui est quand même plus forte. Le travail de Berthe Morisot, j'ai plus de mal à rentrer dedans. Ah, d'accord, bon, c'est important de le savoir. Parce que... Il y en a un très connu avec un berceau sur lequel est pensée une jeune femme. Ah ouais. Je sais pas pourquoi, ça me touche. Je dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Enfin, la petite se porte bien, et puis tant mieux pour. Oh non, on salue quand même sa naissance. Hein. Une naissance, c'est toujours mieux qu'une disparition. Le même jour, surtout. Bon, voilà.
C'était Guerreras de Lucia, interprété par Paco de Lucia. Mais pourquoi tu nous as mis une musique espingouin? Donc pour insister sur le côté espagnol, sur le portrait de Berthe Morisot assimilé à une espagnole avec l'éventail, ses cheveux sombres. Il y en a dans cette petite tête blonde. Ah ouais, c'est recherché. Oh, oui. Bien, tout de suite maintenant, parce que le temps passe et je ne veux pas rajouter la suite, on est trop entouré justement de ces choses en ce moment. Jean va vous parler des expos à ne pas manquer. Alors, Jean est piqué coup, parce que moi, je ne fais plus que la première expo. Oui. Je sais que les rôles ont été un peu redistribués. T'as remarqué ou... Oui, non, toi, du moment que... Ah oui, du moment que je peux péter trop. Voilà, la première expo, donc c'est masculin au musée d'Orsay. C'est plutôt féminin. Tu vas y courir, j'imagine. Tu m'y verras pas. 62 rue de Lille, dans le 7e arrondissement de Paris. Ouais, c'est valable jusqu'au 2 janvier 2014, cette expo masculin. Alors que le nu féminin s'expose aussi régulièrement que naturellement, on va dire ça comme ça, le corps masculin n'a pas et n'a jamais eu la même faveur. On se demande bien pourquoi. Sauf chez les Grecs. Quoique. Faut remonter un peu. Faut savoir pourquoi aussi. Voilà. Pourtant, la nudité masculine, et pas seulement les Grecs, resta longtemps le fondement de la formation académique, au XVIIe, au XVIIIe et au XIXe siècle, bien sûr. Et constitue quand même une ligne de force de la création en Occident, tu en seras bien d'accord. S'appuyant sur la richesse de son propre fond, quelques sculptures inconnues et des collections publiques françaises, le musée d'Orsay se donne donc comme ambition avec l'exposition masculin, qui débute aujourd'hui d'ailleurs, je le précise, d'approfondir dans une logique à la fois interprétative, ludique, sociologique et également philosophique, toutes les dimensions et significations de la nudité masculine en art. Parce que le XIXe siècle puise au classicisme du XVIIe siècle, du XVIIIe, et que son écho résonne jusqu'à nos jours, cette exposition élargit l'horizon traditionnel du musée d'Orsay pour embrasser plus de 2 siècles de création dans toutes les techniques, peinture, sculpture, art graphique et bien sûr photographie, qui ont une place à peu près égale, on va dire, dans le parcours. Voilà, je laisse la place à Piquet-Coup. Oui, quand même, on peut quand même s'exprimer là-dessus, parce que bon, voilà. Non, j'ai rien à dire. Ah bon? Alors moi c'est féminin. Non, je plaisante. Elle est bonne. Ah oui, dis donc. C'est Désir et volupté à l'époque victorienne au musée Jacques-Marandré, 158 boulevard Haussmann dans le 8e arrondissement, et ce jusqu'au 20 janvier 2014. Tandis que le musée d'Orsay célèbre le corps masculin, celui des femmes est à l'honneur au musée Jacques-Marandré. Développée en Angleterre au XIXe siècle, durant le règne de la reine Victoria, l'esthétique movement rassemble de grands peintres comme Laurence Alma-Tadema, Frederick Layton, Edward Burne-Jones ou encore Albert Moore, qui font pour la plupart partie de la prestigieuse Royal Academy. Dans leur univers néoclassique, inspiré de la mythologie gréco-romaine et des légendes médiévales, la femme, à la fois muse, nymphe ou héroïne, est le sujet principal d'une peinture où le culte de la beauté et du corps féminin dénudé s'exprime d'une façon libérée qui tranche avec le puritanisme de l'époque. Dans leur composition très décorative, héritière des expressions poétiques et symboliques des pré-raphaélites, les femmes sont sublimes et sensuelles, la nature est luxuriante et fleurie, les palais somptueux, le quotidien insouciant, la vie idéalisée. Une parenthèse de rêve et d'harmonie dans cette Angleterre de l'hyperproduction industrielle, de la contestation sociale et de Jack l'Éventreur. Certaines des œuvres exposées sont de véritables icônes de l'art anglais. Courez-y sans tarder, même si l'expo dure jusqu'en janvier. Voilà, Alma-Tadema, j'avais déjà fait un papier il y a quelques mois sur lui, C'est de la peinture virtuose, c'est vraiment assez rigolo. Oui, bon, c'est pas le genre de truc qui va te... Non, mais moi j'ai vu les expositions de raphaélistes à Londres, là, justement la Royal Academy, là, des Beaux-Arts. Oui, c'est magnifique. J'ai même vu des gouaches gigantesques. C'est incroyable, tu vois. Pour savoir que c'est des gouaches, si c'est pas marqué, tu t'en rends pas compte, tellement c'est virtuose, justement.
Ouais, une de mes premières grandes expositions comme ça, c'était aussi les romantiques anglais et les pré-raphaélites. Je ne sais plus où c'était, au Grand Palais peut-être. C'est une expo qui m'a marqué, mais à vie. Hein. Ah oui, ça. Bon, j'étais adolescent, mais... Non, ça... La technique est tellement éblouissante que oui, forcément, on ne peut pas rester complètement indifférent, quoi. Ni détester d'ailleurs, parce que c'est beau en plus. Bon. C'est peut-être pas mon trip, mais quand même. De l'âme. C'était Charles Dumont qui interprétait La Volupté. Sur Radio Libertaire, la radio voluptueuse. Et courtoise. Et courtoise. Oui, enfin, bon, comme dit Piquécou... non, mais je parle d'amour courtois et on se moque de moi tout de suite. Non, non, mon Jean, on t'aime, t'inquiète pas. Non, non, Jean, on t'aime. Avec courtoisie, si tu veux bien. Avec courtoisie. La voix de la Fédération anarchiste, vous l'avez reconnu, sans Dieu, sans rêve, sans pub, à Racaille, avec notre Piquécou à la régie, au téléphone, au papier, au machin, tout quoi. Au cannelé aussi, qui aura ce soir pour la petite sauterie, là, non, une rencontre. Avec notre Jean, c'est lui qui invite, parce que, enfin, c'est pas qu'on est trois fauchés, il y a deux friqués et un fauché. À vous de savoir qui c'est. Bon. Et puis voilà, quoi. On a tout dit. Non, je vais vous parler des œuvres de la Fédération. Ah non, Piquécou va vous annoncer une chose pour Publico, là, une annonce pour Publico. Va vous annoncer, vous parler. La rencontre à Publico, vendredi, donc 27 novembre, à 19h30. 27 novembre 27 septembre. Ah bon. C'est pour voir si tu suivais, Robert. C'est bien. Bon, d'accord. Donc, ce vendredi, à 19h30, un film inspiré par le roman 1984 de George Orwell, à la librairie Publico.
Sur Radio Libertaire, la boîte de Fédération Anarchiste, en 200 mètres sans pub, et puis Kiko va au téléphone. Bon, pour vous parler des œuvres de la Fédération Anarchiste, 4 œuvres maintenant, j'en ai découvert une 4e il y a quelques semaines de ça, c'est-à-dire les éditions du Monde Libertaire. Une toute petite maison d'édition, mais qui pète le feu, comme on dit dans les chaumières. Voilà, qui publie des livres, peut-être un peu plus d'une demi-douzaine par an, mais je vous en ai déjà parlé, des livres sur justement l'anarchie, sur toutes ces choses un petit peu pointues, théoriques ou vécues. Voilà, les éditions de nos littérateurs. Alors, si vous voulez plus d'infos sur ce qu'ils publient, vous pouvez aller sur le site de la Librairie Publico ou des éditions du Monde Libertaire. D'ailleurs, vous tapez sur le web, vous tapez éditions du Monde Libertaire, et vous aurez les éditions du Monde Libertaire. Vous pourrez consulter leur catalogue, qui est quand même assez important et vraiment très très intéressant pour ceux, en tout cas, qui s'intéressent à l'anarchie. Voilà, et puis vous avez aussi la radio que vous écoutez en ce moment, parce qu'évidemment je ne m'adresse pas à ceux qui ne l'écoutent pas. La Radio Libertaire, avec une centaine d'émissions, 200 animateurs, techniciens et consorts. Voilà, une petite radio associative, une des rescapées des radios libres du début des années 80, qui continue toujours malgré sans beaucoup de thunes, à part ce que les auditeurs nous donnent, en achetant la carte d'auditeur du Monde de Radio Libertaire, qui coûte 20 € et que vous pouvez retirer à la Librairie Publico, dont on vous rappelle l'adresse tous les mardis, à propos de l'extrait de texte que Jean vous lit. Et puis, vous pouvez aussi soutenir la radio en faisant partie des amis de Radio Libertaire, ou en souscrivant un retrait de thunes, je sais pas comment on appelle ça, un plan, comment ça s'appelle quand on souscrit quelque chose, une souscription, un prélèvement, tu veux dire un prélèvement automatique, c'est voilà, ça? C'est ça, tous les mois, le minimum étant de 5 €, et tout ça se trafique à la Librairie Publico, où Laurent et Max, je pense que d'ailleurs Max ou nous a quittés ou va nous quitter bientôt, parce que hélas la librairie n'a pas assez de moyens pour pouvoir payer maintenant 2 permanents salariés, et il faut qu'un des deux quitte la librairie. Je dis bien hélas, parce que ils n'étaient pas trop de 2 pour assurer une permanence, parce que c'est un travail vraiment à 2, ils font un travail en une demi-journée, ils font le travail d'une grande journée chacun, voilà. Et c'est maintenant, ça retombe tout ça sur les épaules, ou ça va retomber sur les épaules de Laurent, et ça va pas arranger les poches qu'il a sous les yeux. Notre cher Laurent, voilà. Donc vous pouvez aller à la Librairie Publico, surtout pour acheter des livres, évidemment, parce que c'est une librairie. Alors des livres de littérature générale, ou alors des livres qui vous causent dans l'oreille de l'anarchie. Voilà. Enfin, si ça arrive jusqu'au cerveau, en tout cas. Et puis toute une petite bimbeloterie, évidemment, pour arrondir les fins de mois maigrelettes. T-shirt, sweatshirt, affiches, DVD, CD, fly, affiches, tout un petit bazar. Et puis aussi, je précise aussi une presse alternative. En rentrant, c'est à droite, un peu plus sur la droite, au fond de la librairie, vous verrez, il y a toute une presse alternative, dont un artiste qui est une publication qui cause, où des anarchistes, la rédaction est anarchiste, parle de l'art vu par les anarchistes. Voilà, c'est intéressant. Si ça vous creuse dans le poste, vous pouvez évidemment en acheter ou vous y abonner. Voilà. Et puis vous avez donc la Librairie Publico. Oui, c'est je viens d'en parler. Je parle de la radio, je mélange tout. Enfin, la radio d'une part, la Librairie Publico d'autre part, qui aussi a besoin de votre soutien, évidemment, en achetant des bouquins, mais aussi vous pouvez d'une autre manière faire des dons, etc., tout ce que vous voulez pour la supporter. En ce moment, c'est vraiment important, parce que
il semblerait que la librairie soit pas au mieux de sa forme. Bon, mais c'est un peu la peine de toutes les petites structures comme celle-ci. Voilà, maintenant c'est le temps des conglomérats, des rachats de tout ce qu'on veut. Et depuis que les NMPP ont été transformés en sociétés privées de distribution, c'est le gros caca. Pour les petites boîtes comme ça, parce que les NMPP distribuent non seulement la presse, mais aussi... je mélange les crayons avec le Monde Libertaire qui suit. Oui, je suis un petit peu dans la pâtée ce matin, mais comme souvent le mardi, en fin d'émission. Bon... Heureusement que c'est que le mardi. Heureusement que c'est... Oui. Le Monde Libertaire aussi, le Monde Libertaire, voilà, parce que la librairie, c'est la librairie Publico ou la librairie du Monde Libertaire, voilà. Et comme les éditions du Monde Libertaire, il y a le Monde Libertaire, un magazine, un hebdo, que vous pouvez trouver en dépôt de presse à la librairie Publico. Vous pouvez vous y abonner aussi, parce que vous savez que pour les journaux maintenant, l'abonnement c'est primordial pour leur assurer leur pérennité. C'est là-dessus qu'ils s'assoient pour bouger, si on peut dire. Voilà, le Monde Libertaire, avec aussi ses suppléments, c'est-à-dire le hors-série, et puis le quinzomadaire, un gratuit, qui, comme son adjectif l'indique, ou je sais pas son complément, bref, le quinzomadaire paraît tous les 15 jours. Bon, voilà, ce sont les 4 œuvres de la Fédération anarchiste. J'ai été un peu vite parce que vous savez que le temps passe, et puis il y a une prochaine émission qui va se pointer, et on ne voudrait pas empiéter sur leur temps d'antenne. Et Piquet-Gou va vous rappeler, par contre, là, tout de suite, quelque chose qui doit se passer ce soir à Bagnolet. Voilà, donc je rappelle le rendez-vous de ce soir pour fêter le 50 millième visiteur sur notre blog d'émission à Racaille. Donc rendez-vous à Bagnolet, 65 rue Sadi-Carnot, c'est au métro Gallieni. Après, c'est pas difficile, la rue Sadi-Carnot, elle est dans le prolongement, faut aller tout droit quand on sort du métro, c'est facile à trouver. L'atelier se situe juste sur la gauche, un petit peu plus loin. Donc on vous attend. Il y aura de quoi boire, de quoi manger, on discutera. Voilà, on espère que vous serez nombreux. On a déjà eu quelques coups de fil qui nous attestaient de présence certaine. Voilà, on est plein d'espoir. Hein, ne me décevez pas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, au revoir.